Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Outlap, votre podcast auto hebdo qui vous est présenté aujourd'hui sous un ciel plutôt gris. Je vous dis ça voilà parce qu'on a de belles vues sur un ciel gris, mais c'est pas grave parce que nous avons le soleil dans le studio et ça va être formidable parce qu'aujourd'hui on va parler Argentine. Mesdames, messieurs, on va parler pilote argentin, on va se focaliser un petit peu sur Franco Colapinto et cette hype qu'on matérialise autour de lui. Pas que du côté des amateurs de Formule 1, aussi du côté des équipes qui semblent vouloir absolument se l'arracher en ce moment. On va se demander si c'est un petit peu justifié. Et vous commencez à nous connaître, bien sûr. Ici, c'est évidemment l'objectivité qui prime. Je me tourne donc pour vous présenter, je suis Michael Duforest, mais pour vous présenter l'équipe d'aujourd'hui, je me tourne à ma droite. Et cette fois-ci, nous avons Gonzalo Forbes, qui sera, j'imagine, extrêmement objectif. Comment ça va ? Très bien, merci et merci pour l'invitation pour ce podcast au sujet très glorieux, on va dire. Je vous dis depuis qu'on a annoncé que ce serait sur Franco Colapinto, il fait des bons, il n'en peut plus, il est extrêmement hypé, comme finalement tous les gens du paddock. Jérémy Satis, lui, le sera peut-être un petit peu moins. Moi, je suis un petit peu déçu déjà de la présentation, Michael, parce que tu as parlé de rayons de soleil, j'ai un temps cru que ça allait être moi, et tu t'es immédiatement tourné à ta droite, donc voilà, le podcast ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour moi, mais je vais tâcher d'être moi aussi un petit rayon de soleil. Mais mon rayon de soleil est habituellement à droite, Jérémy, justement. C'est vrai, ça, Gonzalo a piqué ma place, donc... Ils se sont littéralement inversés, donc moi je suis complètement perdu, donc excusez-nous d'avance si ce podcast vous semble décousu, mais moi j'ai perdu tous mes repères, donc voilà, ça devient très, très compliqué. On va donc parler de Franco Colapinto aujourd'hui, on répondra bien sûr à vos questions, et il y en a des très sympathiques, vous allez voir qu'on ne parlera pas que de Formule 1, on va un petit peu partir sur d'autres petites choses également, et puis on terminera avec un petit quiz. Voilà, j'ai préparé quelques petites questions pour nos amis. Jérémy, quelqu'un aura un avantage, je ne dis pas qui. Mais ce sera sans doute pas moi. Voilà, il y a des grandes chances que ce ne soit pas le cas. On verra tout à l'heure, évidemment, il faudra rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, bien sûr. Et donc, ce cher Franco Colapinto, nous allons en parler maintenant, puisqu'il est arrivé, on va dire, il a cassé la baraque en rentrant en Formule 1, en remplacement donc de Logan Sargent chez Williams. La surprise qui était la nôtre, et celle de pas mal d'observateurs quant à l'évocation de son nom, a laissé place à pas mal de promesses sur ces quelques premiers Grands Prix qu'il a disputés. Et désormais, je pense qu'il n'y a pas une équipe où son nom n'a pas encore été donné. C'est-à-dire que désormais, il reste une seule place disponible sur la grille de départ, c'est chez Racing Bulls. Et Franco Colapinto a été dit à peu près toutes les équipes sauf Racing Bulls. Donc on est pas mal du tout là-dessus. Est-ce qu'il irait directement chez Red Bull en remplacement de Sergio Pérez, chez Alpine peut-être maintenant en remplacement de Jack Doohan, chez Ferrari en remplacement de Charles Leclerc. Exactement, ou peut-être même de Lewis Hamilton finalement, parce qu'ils se sont battus lors du Grand Prix du Brésil. Finalement. Très beau dépassement. Incroyable dépassement, pas très beau. Incroyable dépassement. Voilà, non, mais c'était peut-être le dépassement de l'année. De l'histoire. Je pense que quand la FIA annoncera les nommés pour le dépassement de l'année, il y aura peut-être un petit peu de déception côté argentin, si je suis tout à fait honnête là-dessus. Enfin, de l'action de l'année, c'est comme ça qu'on dit dans les awards de la FIA désormais. Mais donc voilà, c'est une espèce de Colapinto mania qui a évidemment gagné l'Argentine, mais ça on pouvait s'y attendre. Ça faisait 23 ans que l'Argentine n'avait pas été représentée sur une grille de départ de Formule 1, donc c'est normal et on sait la passion qu'ont les Argentins au niveau de leurs sportifs. Mais alors, cette hype qui s'est généralisée, je vais dire aussi dans le paddock, et qui a fait monter la cote de Franco Colapinto en flèche, elle nous a peut-être un peu surpris. Je vais commencer par le côté peut-être un peu plus étonné par cette hype, Jérémy, ou... C'est un sujet difficile. Mais on est là pour ça, on est là pour évoquer les sujets difficiles. C'est vrai. Je suis étonné, je ne suis absolument pas étonné par la hype, parce que je commence à connaître un petit peu les arcanes de la F1. Et c'est vrai que Franco Colapinto a fait des choses qui nécessitent d'être analysées avec un certain enthousiasme. Il a été capable de faire 8e à Bakou en placardant la voiture en EL1. Donc, quand je dis ça, c'est qu'il a été capable d'aller rechercher un niveau de confiance suffisant pour ensuite réussir cette performance-là. Il a aussi été chercher un point à Austin. Donc voilà, on a vu de très belles choses de lui, une belle pointe de vitesse, très souvent à 1-2 dixièmes derrière Albon, que ce soit sur les essais libres ou les différents segments des qualifs. Donc là-dessus,
rien à dire. On pourra peut-être y revenir dans l'émission. J'ai quand même personnellement quelques réserves, mais sur la question, est-ce que je suis surpris de cette hype? Pas du tout, parce que je trouve qu'en F1, et je trouve ça quand même assez dommageable. Je voulais pas me faire que des amis en disant ça, mais je suis de toute façon habitué. Mais je regrette un petit peu que parfois certains responsables en F1, et je comprends, ils manquent de temps, ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils ne regardent que d'un œil ce qui se passe sur les catégories juniors, et en fait découvrent littéralement des talents et des pilotes une fois qu'ils mettent un pied en F1. Je pense qu'Horner, qui veut essayer de s'attacher les services de Franco Colapinto pour plusieurs raisons, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment conscient de quel a été le parcours, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, mais de Franco Colapinto. Et donc je trouve que ça nous donne du coup des fois des réactions un peu disproportionnées de la part de gens qui sont pourtant des gens ultra compétents. Donc je suis pas du tout hypé par cette... je suis pas du tout surpris par cette hype, lapsus révélateur, par cette hype autour de Franco Colapinto. Et maintenant, nous envolons directement pour Buenos Aires. Alors, Gonzalo, est-ce que... Non, moi surpris, forcément non, parce que en tant qu'Argentin, je sais à quel point on défend, on a une passion qui parfois on a du mal à expliquer, à justifier dès qu'on a le moindre représentant quelque part qui plus est au plus haut niveau, là, en l'occurrence de la F1. Forcément c'est une énorme fierté, donc là ce sont des millions de personnes qui le suivent. On a vu la mobilisation générale qu'il y a eu au Brésil avec un rassemblement au centre-ville de Sao Paulo pour le Grand Prix. Surpris du coup non, et évidemment ça me surprend pas non plus, comme le dit Jérémy, comment fonctionne la F1 aujourd'hui. C'est que évidemment le sportif et le côté marketing aujourd'hui c'est quasiment du 50-50, et parfois on se dit que le marketing prend un peu plus que 50%. Sportivement, selon moi, depuis qu'il est là en F1 depuis Monza, sportivement il a prouvé qu'il mérite une place, je sais pas si chez Red Bull, mais au moins il mérite au moins une deuxième chance, d'une deuxième année ou une première année complète, on va dire. Après s'il est pas bon en une première année complète, pas de chance. Mais oui, comme le dit Jérémy, sur ce point-là, je suis un peu d'accord, notamment pour Horner. C'est que on a l'impression que, que Colapinto, il l'a connu à Monza et qu'il s'est dit, pourquoi pas l'avoir chez moi, sachant que Pérez, si on le dégage, on va perdre pas mal de millions, et que tu peux remplacer un Pérez par un Colapinto, tu as quasiment le même marché, voire un marché plus gros, parce qu'avec Pérez, pour le coup, tu vises surtout le Mexique, avec Colapinto, tu vises toute l'Amérique latine. Et d'un autre côté, oui, c'est le message que tu renvoies à ta filière, parce que derrière, on a un pool de jeunes pilotes qui est quand même très fort. On parle quand même d'Isaac Adjar, ça fait depuis des années qu'on parle. Marco, qui est réputé pour avoir un bon œil sur des jeunes pilotes, ça fait des années qui le compare, il parle d'un nouveau Prost, etc. Donc, quel message tu renvoies derrière aussi à ta filière? Pourquoi t'avoir cassé le... Liam Lawson aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Oui, Liam Lawson, indirectement, parce que Liam Lawson, du coup, c'est celui qui a le plus de chances de rester, finalement, même si Colapinto, peu importe si Colapinto va chez Racing Bulls ou chez Red Bull. Mais Isaac Adjar, qui est en train de faire une deuxième saison canon, il est que à 4 points et demi de Bortoleto, alors qu'il a eu des problèmes. Ça serait un coup dur pour lui. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la F1, c'est devenu un business. C'est vendre des produits. La Red Bull, ils se disent, marché sud-américain, c'est vrai qu'on n'y est pas encore vraiment trop implanté. Avec un Colapinto, on l'a vu, la foule qui le suit sur les réseaux sociaux, il a dépassé les millions d'abonnés. Enfin, il a aujourd'hui quasiment 4 millions d'abonnés. On voit ses posts et ils font à chaque fois 500 000 likes. Moi, je pense, si je peux me permettre, que ces Argentins et ces Sud-Américains, ou peut-être d'ailleurs des gens d'un tout autre horizon, mais qui viennent se masser comme ça, on va dire, sur les grillages de la voie des stands, pour l'apercevoir, pour réussir à avoir une photo ou un autographe. Moi, je pense que on parle des gens, des fans qui soutiennent, qui supportent au sens littéral du terme. Je pense qu'en faisant ça, ils le soutiennent vraiment. Ça ajoute pour vraiment. Avoir un baquet aussi dans les... Parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, et je pense qu'un mec comme Horner, mais un mec comme Toto Wolff, je veux dire, quand on vu passer...
ils doivent se dire, mais on a quasi jamais vu ça, quoi. Et donc, en fait, forcément que ça suscite un peu l'envie. Et donc, moi, je trouve que, de ce point de vue-là, les fans de Franco Colapinto font, entre guillemets, vraiment leur boulot de fan et poussent pour lui, quoi. En fait, tu peux pas les ignorer, c'est-à-dire que vraiment, tu peux pas passer outre. Et voilà, si on prend un Ricciardo, quoi que ce soit, parce que tu vois, tu avais ton analogie, dire c'est presque plus du business, c'est vrai que Daniel Ricciardo, on voulait le faire rester plus pour justement son côté affable et le côté business, mais c'est pas le fait qu'il y ait 12 posts sur Twitter, ou tu vois, ça parle beaucoup moins, alors que là, tu sais que tu as des marées humaines qui viennent, c'est quand même terrible de se dire que c'est quasiment devenu la rockstar du paddock, quoi. C'est ça, un peu comme Ferrari à Monza avec les tifosi. C'est ça. Même à Monza, son premier Grand Prix, on l'avait vu. Certes, il y avait l'énorme classique drapeau de Ferrari sur la piste, après sur le podium, mais le nombre de fans qui sont restés sur le circuit pour chanter et crier devant le garage de Williams pour que Franco y vienne, et il a fini par venir. Et on voit la mobilisation qu'il y a. Oui, c'est Ricciardo, il y avait ce côté marketing, mais il avait pas forcément cette foule qu'il a. Qui se déplaçait. Après, c'est encore une fois le côté argentin qui est hyper passionné, qui va pousser la passion jusqu'à l'extrême. Ouais, mais après, regardez Max Verstappen, avec les Néerlandais, je pense que ça fait maintenant quelques années qu'on est au courant, et son père drainait quasiment les mêmes foules, alors qu'il ne faisait aucun résultat par rapport à son fils, je veux dire, c'était complètement fou. Donc mais c'est aussi le propre, je pense, de ces pays qui ont besoin aussi du sport pour pouvoir rayonner de manière beaucoup plus large, et n'ont pas non plus énormément de possibilités, même si l'Argentine a quand même gagné la dernière Coupe du Monde de football, par exemple, mais voilà, c'est des choses où c'est toujours ce que je me dis, la différence avec la France qui rayonne dans beaucoup de domaines, et ça fait que parfois nous, avec nos sportifs, on est peut-être un peu moins derrière, et on aurait peut-être justement tout intérêt à les soutenir un peu plus, alors que ces pays comme ça, eux justement mettent le paquet, et ça se voit très bien. Et aujourd'hui, je pense que si Colapinto est autant courtisé, c'est un peu parce qu'il fait en piste, mais c'est surtout pour cette horde de fans. Parce que, est-ce que vous n'êtes pas aussi un petit peu inquiet? Tu évoquais un peu cette culture de l'instant, finalement, Jérémy, avec tout ça. Si on reprend, alors, c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais par exemple, Nyck de Vries avait aussi cassé la baraque dès son premier Grand Prix. À Monza, parce qu'il savait que c'était sa seule chance, il était arrivé décontracté, il n'y avait pas de pression sur lui. Colapinto sait que de toute façon, son bail se termine à Abu Dhabi, et techniquement après, c'est au revoir. Donc peut-être qu'il a cet aspect... rien à perdre, il est très détendu. Est-ce qu'il arriverait justement à garder cet aspect-là, cette fraîcheur, si l'an prochain il dit écoute, on t'engage, mais par contre avec cette espèce d'épée de Damoclès que tout le monde a Je sais pas, parce que là j'ai l'impression qu'au fil des Grands Prix, tout le management de Colapinto, ils sont très confiants pour être encore sur la grille. Je sais pas pourquoi ils sont aussi confiants alors que techniquement il reste plus qu'une place, sachant que Bortoleto a été pris chez Sauber Audi. Mais j'ai l'impression qu'au fil des Grands Prix, il se dit peut-être qu'il n'y a pas que jusqu'à Abu Dhabi que j'irai. Il se dit, il y a eu un peu... c'est un peu ce qui a démontré le week-end du Brésil, certes, il y a eu la pluie, un nouveau bitume qui a mis à mal tous les pilotes, et toute cette mobilisation, ça lui a mis une certaine pression. Il a cassé 2 fois la voiture, dans celle en course, l'accident en course qu'il a totalement pulvérisé. Williams est en train de prier pour essayer d'avoir les 2 mêmes voitures à Las Vegas. Ouais, les mêmes spécifications. C'est ça. Donc j'ai l'impression que finalement, il se dit, c'est pas vraiment qu'un one-shot. Donc j'ai l'impression que vraiment petit à petit, il commence à ressentir cette pression. C'est-à-dire que qu'on va commencer à juger de plus en plus le côté sportif, parce que du côté marketing, image, là il n'y a même pas besoin de faire quelconque analyse, et que chaque week-end, chaque fois qu'il sort, il se dit, il faut pas non plus que je me loupe. Parce que là, ça commence à faire, les erreurs qu'il a faites au Brésil, tout le monde est passé par là, tous les jeunes pilotes ont cassé des voitures, et plusieurs le disent, même Verstappen le disait quand il parlait de Bortoleto, c'est mieux qu'il arrive plus tôt en 2025 qu'en 2026, parce qu'il aura le temps de faire ces erreurs-là pour ensuite apprendre. Donc là, je commence à me dire que Colapinto, chaque week-end, il joue de plus en plus. Ouais, je suis d'accord avec Gonzalo sur l'aspect pression, et en même temps, pour le suivre depuis 2020, et la Formule Renault Eurocup où il est arrivé, il s'est un peu immiscé dans la bagarre pour le titre entre Victor Martins et Caio Collet. On s'est un peu tous demandé, mais c'est qui ce champion de F4 Espagne là, qui vient et qui, dès la première course, il a un peu fait valdinguer Martins. On s'est dit, mais il a beaucoup de culot, ce gamin. Donc il en a impressionné plus d'un, et moi le premier. Simplement, pour moi, c'est un type de pilote
on commence à le voir en F1, qui est, pardonnez-moi l'expression, mais qui met un peu le cerveau dans la boîte à gants, avec les qualités et les défauts de ce que cela suggère. C'est-à-dire que c'est du coup le genre de gars qui arrive, la pression, globalement, il aboie, et il arrive à Monza, il fait du bon boulot, en fait, il se pose pas de questions. Ouais. Il y va à fond, et donc forcément, les petits sas qu'il est censé passer progressivement en étant à 6 dixièmes, puis à 4, puis à 2, en fait il les passe pas, il est tout de suite à 1 ou 2 dixièmes, c'est-à-dire qu'il est tout de suite quasiment à son niveau, et ça c'est évidemment remarquable, et c'est ce qui permet dans ce genre de situation de faire la différence et de taper dans l'œil des différents patrons d'écurie, parce qu'on se dit waouh, il est vraiment rapide, imaginons avec 2 ans de pratique, ça veut dire qu'il sera encore plus vite. Ouais. Je suis pas certain qu'il serait immensément plus vite, honnêtement, mais déjà c'est un niveau qui est largement suffisant pour moi, et l'inconvénient de cette qualité d'adaptation express et surtout le fait d'avancer sans pression et un peu comme un bulldozer, c'est qu'on peut aussi souvent placarder des voitures, parce que quand on joue proche de la limite très vite sans prendre le temps de l'appréhender, des fois on la dépasse légèrement. On l'a dit, il a mis dans le mur à bas coût, il a sorti 2 fois, les conditions étaient certes extrêmes, et des pilotes talentueux et expérimentés l'ont aussi mise dehors, mais il a mis 2 fois sur le week-end où il était le plus attendu aussi par sa communauté. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est très bien de voir le positif, parce qu'il y en a, et il faut le souligner, et on serait presque tenté de ne pas le souligner parce que le monde entier le fait déjà, mais il faut en effet le faire, et c'est juste. Mais le monde entier a aussi tendance à ne pas forcément voir ce qui se passe côté casse-voiture et tout ça, comme tout le monde se dit, bon, c'est un jeune, il débute, les conditions étaient extrêmes. C'est pas faux, mais c'est quand même des choses, même s'il a gagné en maturité, même s'il a gagné en contrôle de ses émotions depuis la F3, c'est quand même des choses qui ne me surprennent pas de la part de Franco. Oui, c'est un peu comme ça qu'il a été toute sa carrière, finalement. Exactement. C'est la même, exactement. À l'instant. Et voilà, un pilote très instinctif. Et on sait souvent avec les pilotes instinctifs, c'est risque versus reward. Donc voilà, après c'est... Ouais. Donc c'est pour ça que je ne veux pas entrer moi encore dans la hype, entre guillemets. Je préfère attendre de voir. Et après, si je peux dézoomer un petit peu, moi il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans toute cette histoire, et pour le coup c'est pas lié à Franco Colapinto lui-même, mais à la situation. C'est quand même de voir, Gonzalo a parlé de Liam Lawson, Isaac Hadjar qui attendent en salle d'attente. Il y a 2 ans, ça m'aurait pas choqué, il n'y avait pas grand monde de près chez Red Bull pour faire le saut. Là, le dernier pilote à avoir gagné le F2 GP2 en tant que Red Bull Junior, c'est Pierre Gasly. Il a eu la carrière qu'on lui connaît. Isaac Hadjar est pas loin de le réaliser aussi. Je me dis, si jamais ils prennent Colapinto et que du coup ils mettent Lawson chez Racing Bulls, si Isaac va chercher le titre, pour moi qu'il aille le chercher ou pas, ça changera rien à sa saison, mais admettons, il va falloir rendre des comptes quand même. Lawson, qui pour moi n'est pas moins bon sur ce qu'il a montré que Colapinto, voire même, je suis presque encore plus impressionné par ce que fait Lawson. Oui, c'est ça, il a été dans la même situation, il l'est de nouveau maintenant un peu, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus trop. Hein. Franchement, je suis au moins aussi agréablement surpris. Donc, on nous a vendu un budget de cap avec une importance moindre normalement de l'argent en Formule 1, parce que arithmétiquement il y a moins de dépenses à faire. Certes, il y a des dépenses hors cap, mais quand même il y en a moins à faire. Et de voir Christian Horner faire des petits allers-retours chez Williams, c'est pour le café, il a dit James Wolfe. C'est pour le café, c'est vrai, je suis mauvaise langue. C'est vrai que oui, ils ont quand même du très bon café. Mais du coup ça me dérange un petit peu quand on sait que il y a ce budget de cap et que franchement, certes c'est 20 millions de Red Bull, vaut mieux les avoir que de pas les avoir, mais en termes de communication, on sait que Red Bull, c'est essentiel pour eux, la communication. Oui, bien sûr. Alors certes, ça s'adresse qu'au paddock F1, mais je trouve ça un peu dommage, et personnellement, et je dis pas ça parce que forcément je rêverais de voir un 3e pilote français en F1, de là à dire que je suis pleinement objectif sur le sujet, clairement pas, mais quand même,
Personnellement, je soutiens davantage la ligne Helmut Marko, qui, alors bon, lui, il gère pas l'écurie directement, donc les 20 millions, je pense que globalement, il en a pas grand-chose à faire, faut aussi le dire. Est-ce que Red Bull a même besoin de ces 20 millions aujourd'hui? Mais c'est ça, non, sachant qu'Oracle met déjà un très gros billet, pour Red Bull en soi. C'est ça. Voilà, ils sont de toute façon. Non, et même pour Colapinto, ça veut dire que pour le coup, je suis objectif là-dessus, c'est que s'il arrive chez Red Bull, s'il est promu chez Red Bull directement à côté de Verstappen, malheureusement, il traînera cette image de nouveau Sergio Pérez éventuellement. Il est là, plus... Certes, sportivement, pour moi, il mérite une place sur la grille, comme je disais tout à l'heure, au moins une chance d'une saison complète pour le tester. Mais il traînera d'abord, s'il est promu chez Red Bull, pas chez Racing Bull forcément, mais chez Red Bull, on va se dire, c'est peut-être là parce que t'arrives sur la table avec évident, les mais sponsors. après, ce sera à lui... Enfin, je veux dire, Sergio Pérez, il a beau ramener de l'argent, il a été capable d'aller chercher des victoires. S'il avait maintenu le même niveau, à un moment, entre guillemets, pour moi, ça permet, et ça fait partie de la F1, moi, ça me choque pas. Ça peut lui permettre d'avoir un baquet qu'il n'aurait peut-être pas eu si vite, ou voilà, dans ces conditions. Bravo à lui parce que ça fait partie de la F1 et c'est aussi sa qualité d'avoir su fédérer autant de gens derrière lui. Aussi grâce à son management, à Bullet Sport Management, voilà, qui fait un boulot monumental depuis des années autour de lui. Mais après, ok, il est dans cette position. Peut-être qu'au début, on se dira voilà, c'est le pistonné de service. Oui. Et après, si derrière, il est capable d'être à 1 ou 2 dixièmes de max, je peux vous dire qu'on n'en parlera plus du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ce qui m'inquiète justement, Jérémy, parce que c'est ce qui me fait peur pour Colapinto s'il va chez Red Bull, parce qu'on peut s'attendre à savoir déjà comment ça pourrait se passer. Les 6-7 premiers Grands Prix plus ou moins dans le rythme, ou en tout cas pas très loin de Verstappen, tu vois, ça se passe bien. Je sais pas. Et puis, vu la situation de Red Bull aujourd'hui... Et puis le développement qui part, parce que finalement, Pierre Gasly a eu du mal, lui, d'entrée de jeu. Ça, c'est vrai que c'était 2019. Mais parce qu'il n'était pas prêt. Parce qu'il n'était pas prêt à y aller. Alors lui, il le dira peut-être pas forcément comme ça, quoique il me semble... Mais il a bien évolué, effectivement, quand même, depuis, on l'a bien vu. Mais objectivement, il est arrivé, on l'a mis très vite dans un environnement où je pense qu'il n'y a pas eu forcément tout le soutien qu'il aurait dû avoir aussi autour de lui. Mais voilà, Gasly a montré derrière qu'il avait été quasi encore plus rapide la même année avec l'AlphaTauri, c'était quoi, la Toro Rosso. On est déjà au 8e nom, au moins de à peu près, c'est bientôt le 9. Et donc, je veux dire, ça prouve bien que la qualité du pilote n'était pas engagée. Non, bien sûr. Mais Albon, par exemple, est arrivé et faisait fin 2019, début 2020, vraiment il n'y avait pas non plus match, mais je pense que sur la grille aujourd'hui, des pilotes qui sont capables de faire match et de rivaliser avec Max Verstappen, il n'y en a pas non plus 50. Ouais. Donc, c'était pas déshonorant, mais il a sombré au fur et à mesure de l'année 2020. Pérez arrive en 2021, il est pas non plus trop mal. Et voilà, c'est à chaque fois en fait assez régulier chez Red Bull. Pérez début 2022, début 2023, c'était pas si mauvais. Et puis ça s'est cassé ensuite. Donc j'ai peur que Colapinto, par exemple, ça fasse aussi ça et que finalement, il passe lui aussi à cette lessiveuse d'être l'équipier de Max Verstappen, ce qui peut être finalement un danger pour lui. Pour Isaac Hadjar, j'ai cru lire également que notamment l'équipe Mugen en Super Formula, apparemment ne serait plus avec Red Bull dans les années à venir non plus, donc ça enlève peut-être aussi. Il veut pas, de toute façon, c'est pas vraiment sur la carte. Voilà. Alors, je pense que c'est sans doute le fait que le team Mugen ne soit plus directement avec, on va dire, associé à Honda, Red Bull. Voilà. C'est peut-être ce qui explique que, mais en gros pour Isaac, s'il n'y a pas la F1 en tant que titulaire, normalement ce sera en tant que réserviste. Et il serait concentré sur cette tâche-là d'apprendre pendant un an. N'oublions pas que Liam Lawson aura fait sur le papier 2 ans de réserve. Bien sûr. Voilà, dont une avec un peu de Super Formula, mais je veux dire, la Super Formula, c'était un championnat à 5 manches, donc... Oui, c'était après le Covid. C'est compliqué de parler de programme à temps plein, on va dire, donc voilà. Oui, puis ça fait du bien à d'autres pilotes, bien sûr, aussi. Et accessoirement, là, on parle de Red Bull, mais tu l'as dit en début d'émission, il y a Alpine qui, visiblement, commence à toquer à la porte du management de Colapinto, et apparemment, le contrat de douane, il serait finalement pas très solide, et Alpine se retrouve avec une nouvelle histoire de contrat 2 ans après Piastri. Effectivement, voilà. Mais avec l'avantage, comme on le citait sur autohebdo.fr, de se dire, il est managé par Flavio Briatore, donc effectivement, on ne voit pas Flavio intenter un procès à Briatore. C'est une très très belle formule de notre ami Jérémy, mais c'est vrai que, et puis Jack Doohan est aussi peut-être un peu un choix presque plus par défaut, quoi. C'était le pilote de l'académie qui n'a peut-être pas non plus autant impressionné que ce qui aurait été possible en F2 par exemple, donc ils auraient peut-être moins de remords
à changer cela pour un Colapinto qui vraiment casse la baraque et amène avec lui tout cet engouement, même si c'est aussi une équipe, je pense, Alpine, ça leur ferait pas de mal d'avoir tout cet engouement positif autour d'eux, clairement après tout ce qui s'est passé cette année, donc pas mal de choses à dire, vouloir remarquer sur ce cas Franco Colapinto, et pas mal de choses qui vont arriver. Moi je suis très curieux justement de ces 3 prochains Grands Prix, de voir si après ces accidents il va s'assagir un petit peu, ou s'il va continuer toujours de performer à ce niveau, de parfois aller cartonner la voiture, voilà. Parce que par exemple, en fait, moi je le vois un peu comme un Pedro Acosta en MotoGP, où il a tout de suite été au sommet, il a vraiment tout cassé, et puis il a commencé à tomber 2-3 fois, et il y a eu ce petit passage où il s'est peut-être dit, bon, on va... Il a gagné une Moto2, Pedro Acosta, ou oui, voilà, il était champion Moto2, c'était... Voilà. Alors lui, il était vraiment présenté comme le futur crack, donc il y a aussi une différence, mais il a tout de suite, en tout cas, été au rendez-vous. Et ensuite, il a dit, bon, on prend juste quelques Grands Prix pour remettre les choses à plat à la base, et maintenant, il revient un petit peu devant. Oui, il faudra juste cette période de confirmation. Là, il est passé par casser la baraque, casser la voiture. Maintenant, il faut reprendre du galon et trouver son rythme de croisière, on va dire. C'est ça. Peut-être être à 3 dixièmes d'Albon, mais au moins, rester stable, montrer qu'il peut faire le boulot, qu'on peut lui faire confiance, et là, ça pourrait l'envoyer vers de belles opportunités. Et après ce débat sur Franco Colapinto, on va poursuivre avec vos questions. Vous nous les posez, on vous le rappelle, tous les dimanches sur Instagram. On vous met une petite story, vous pouvez directement nous contacter. On a une première question qui vient de Coutan_Lucas et qui nous dit, est-ce que je peux avoir 3 paddock pass, please? Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va passer aux 3 coups de fil, bien sûr. On veut dire, vous voyez qu'on... C'est fou, j'en ai un dans ma poche, là. Eh ben, formidable, parce que j'en ai... Ah oui, le deuxième. Poche arrière, ça en fait 2, Jérémy, on doit en avoir quelques-uns. Dans ton sac. Voilà, vous voyez, franchement, c'est terrible. Mais en parlant de Paddock Pass et de Jérémy Satis, sachez que il y a une chance d'avoir au moins un pass, effectivement, paddock, et de pouvoir aller en immersion au Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison de Formule 1. Avec moi, en plus. Avec Jérémy Satis. Et je pense que c'est peut-être commencer par ça. C'est peut-être la plus belle partie du cadeau. N'hésitez pas, vous avez jusqu'au 20 novembre, les amis, pour participer au grand jeu concours Osram Moto Hebdo. Vous faites une vidéo qui dure entre 30 et 60 secondes et qui parle de la technologie des phares à LED en sport automobile, puisque Osram est évidemment pionnier, notamment dans cette discipline-là. Et vous pourrez, si votre vidéo est retenue par le jury, vous envoler pour Abu Dhabi. Alors, déjà aussi, encore une fois, donc il y a Jérémy Satis, il y a le Grand Prix de Formule 1, il y a 1000 €. Il y a aussi le fait que ça se passe la première semaine de décembre, qu'à Abu Dhabi, il fait quoi, 29 degrés à peu près, tout le temps, constant. Exactement. Donc, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup d'y aller, donc n'hésitez pas. Après, Lucas nous dit également, est-ce que Ferrari peut être championne du monde? Je ne sais pas si c'est lié au fait que Lucas, tu aies les 3 paddock pass ou non, mais je pense que ça n'aura pas de lien. Là, on demandera plus à Frédéric Vasseur, mais en tout cas, tant que mathématiquement c'est possible, on serait tenté de dire oui. 35 points d'écart avec McLaren, c'est jouable. C'est jouable, c'est faisable. 3 courses, une course sprint. On rappelle que c'était Jean Todt à l'époque qui était le spécialiste de dire tant que mathématiquement c'est faisable, on y croit. Mais sur ce sujet, très rapidement, moi je serais presque à souhaiter, j'aime beaucoup Ferrari, et je serais presque à souhaiter qu'il ne le soit pas, parce que j'aimerais beaucoup qu'ils finissent par mettre fin à cette disette, mais par le titre qui est le plus important, qui est quand même le titre pilote. Voilà. Ce serait un peu bizarre, je trouve, que pour le premier titre depuis 2008, ce soit un nouveau titre constructeur. Alors certes, je pense que Frédéric Vasseur et Ferrari, ils ne se posent pas la question, et je les comprends, ils sont dans leur rôle, mais je préférerais presque dire, bon, ils se sont rapprochés, ils y étaient presque, ils finissent à 10 points, mais que la vraie lutte, ce sera dès l'année prochaine, par exemple, pour aller chercher le titre pilote, qui est celui qui compte le plus, même si Ferrari est au-dessus de tout. Je pense que entre un titre constructeur et un titre pilote de Lewis Hamilton ou de Charles Leclerc, je pense que même les tifosi choisiraient le titre pilote. Donc je suis presque à espérer que Ferrari ne le soit pas, et je trouve que ce serait au moins une belle récompense pour McLaren au vu de la saison qu'ils font, sachant qu'ils n'auront pas le titre pilote également, donc normalement. Donc voilà. Non, mais ça nous rappellerait un peu 99-2000, où Ferrari avait gagné le titre constructeur en 99. Pas dans l'anonymat général, mais bon voilà. Et en 2000, par contre, les tifosi avaient exulté pour le premier titre de Michael Schumacher. C'est vrai que l'ère Schumacher, on pense qu'elle commence en 2000, alors que techniquement, ça avait déjà commencé à gagner précédemment.
Phénicis5 qui nous pose une question. La FIA a-t-elle réagi à la publication du GPDA, le Grand Prix Drivers Association, qui a effectivement publié un long message sur son compte Instagram expliquant globalement que la FIA ferait mieux de se concentrer sur d'autres sujets que les paroles prises, on va dire, les prises de parole pour être précis des pilotes. Je ne pense pas que la FIA... J'ai une réponse, elle va peut-être être assez longue par contre, à donner à ce sujet. Non. Merci. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir en faire un... On peut en faire un Vine à la rigueur peut-être, oui. Mais... non, à mon avis, ils ont répondu directement auprès du GPDA, mais en privé pour essayer de calmer le jeu. Et il devrait y avoir une réunion à Vegas ou avant. Voilà, ça finit souvent comme ça. Ou peut-être leur ont-ils simplement répondu non. C'est peut-être aussi le cas. Exactement. En tout cas, il n'y a pas eu de réaction publique. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas plus d'infos. On a une question de Kia F1 qui nous dit comment se fait justement le choix du troisième pilote. On parlait d'Isaac Hadjar qui pourrait donc devenir pilote de réserve à temps plein, entre guillemets, l'an prochain. Comment se fait justement ce choix du troisième pilote dans une équipe Quels seraient les... C'est assez différent, je pense, selon les équipes. Il y a des équipes comme Red Bull qui, en général, font monter leurs jeunes pilotes. Lawson, maintenant c'est Hadjar qui a pris la place de Lawson, vu que Lawson va finir la saison. Mais après, il y a des choix... on retombe encore une fois là-dessus, un peu le choix marketing, un peu c'est un peu ce qu'on appelle les fameux pilotes payants, les gentlemen drivers de l'endurance, les pilotes bronze, tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui, en général... on se rappelle que Roy Nissany... longtemps engagé en F2, aujourd'hui recordman de... Ah non, il n'est plus recordman, c'est Bochon qui l'a dépassé de départ en F2, a été pilote de réserve de Williams quand même. Ouais. Enfin, accessoirement, si Williams avait besoin de lui un week-end de Grand Prix pendant le Covid, il aurait peut-être pu prendre le départ. Bon, finalement, c'est Aitken qui l'a fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a clairement vu, c'est qu'il y avait toute cette période avec beaucoup de pilotes de réserve qui n'étaient jamais dans la voiture, donc il y avait vraiment un souci à cette époque-là. Esteban Gutiérrez, il est toujours chez... on l'a vu au Mexique... il n'est pas réserviste, mais bon, il est apparu avec la tenue de Mercedes. Il a un temps été réserviste de Mercedes. Tout à fait. Mick Schumacher est réserviste de Mercedes aujourd'hui. On a Sébastien Buemi qui est encore lié à Red Bull. Sébastien Buemi qui casse la baraque littéralement, là, vraiment en endurance, avec plusieurs titres de champion du monde et plusieurs victoires aux 24 heures du Mans. Eh bien, il est encore lié à Red Bull et de temps en temps, il est un petit peu dans le simulateur. Je crois que Mercedes a aussi fait passer Anthony Davidson dans son simulateur, mais je pense que c'était plus pour Sky Sports que pour vraiment avoir un retour de données. Mais voilà, il y a plein de manières. C'est selon les écuries, c'est les besoins. C'est plus vraiment le troisième pilote de l'époque qui enquillait 50 000 km et qui, lui, par contre, vraiment avait un vrai travail de développement. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu... Il y a du marketing, il y a du simulateur, il y a beaucoup de choses. Le fait aussi que les équipes sont limitées, il n'y a plus les essais privés. Exactement. Par contre, on rappelle toute la nuit dans le simulateur, entre vendredi et samedi. Ça roule jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin pour essayer de maximiser les réglages. On a une question de Q3 Belgium qui nous demande « Max champion à Vegas, c'est mathématiquement possible si... » Il y a plusieurs équations si Max termine deuxième et que... On va la faire très courte, pour la faire très simple, pour vous éclaircir très rapidement. Si Max termine devant Norris, il est champion. Voilà, c'est fait. Voilà, si Norris termine 10e et que Max il est 9e. Même avec les meilleurs tours, tout ça, okay. Oui, donc c'est très simple. C'est simple. C'est aussi simple. Après, il y a si Norris termine 4e et que Verstappen termine 5e avec le meilleur tour, etc., là on peut commencer à faire d'autres... Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller sur autohebdo.fr, puisque nous avons déjà fait l'article dès le Brésil. Il était prêt, l'article, le lendemain du Grand Prix du Brésil. On le remettra évidemment en avant sur le site, plus nous nous approcherons du Grand Prix de Las Vegas, ne vous en faites pas. Et pour terminer, Lafarge Timéo nous demande, et là c'est la question qui sort un petit peu du cadre Formule 1, mais qui nous demande tout simplement, vous êtes combien à la rédaction? Alors, c'est une excellente question. Je dirais que nous sommes une dizaine de journalistes à temps plein, pour faire simple, et qu'on est superbement suppléé aussi et complété par une équipe de pigistes, souvent en région, voire même en Europe, voire même dans le monde. On a notamment une personne au Japon, qui nous aide aussi avec la Super Formule 1 et tout ça. Donc, on a une équipe, on reste un magazine à taille humaine, et c'est ce qui est chouette. Et en même temps, on a quand même un certain nombre de personnes et qui sont censément à la pointe dans leur catégorie respective. Donc
Donc voilà, pour répondre un petit peu à la question. Bah ouais, Et effectivement. sans oublier les secrétaires de rédaction aussi, le pôle administratif, les maquettistes. Enfin, voilà. Là, pour tout vous dire, par exemple, nous sommes lundi, donc c'est le jour de bouclage du magazine, puisqu'il sort à 20h, on vous le rappelle. Forte affluence. En version. Et donc là, voilà, le bureau est vraiment rempli. On a tous les maquettistes qui sont là, les secrétaires de rédaction. Une bonne vingtaine de personnes, ouais. Qui travaillent tôt le matin jusqu'à tard le soir pour être sûr de vous fournir dès 20h la version numérique d'Auto Hebdo. On en profite aussi pour vous dire que cette semaine, exceptionnellement, puisque nous sommes le 11 novembre, votre magazine sera disponible en kiosque jeudi plutôt que mercredi, puisqu'évidemment, avec le jour férié, cela décale tout. Donc, Avec le collector Hamilton aussi est en kiosque. il sera à en partir kiosque de mercredi, effectivement. justement. On va vous Déjà en parler. disponible en version numérique. Exactement. Et là, franchement, toutes les années Mercedes de Lewis Hamilton, puisqu'il va terminer ce long bail chez Même chez pas Mercedes. que toutes les années Mercedes. Hein. On Et même parle tout ce même qui va du avant. karting, en Effectivement. effet, et une projection sur Ferrari aussi. Donc vraiment. Et quand je parle d'années Mercedes, c'est y compris McLaren, Mercedes Bien aussi, sûr. évidemment. Nous avons Bien nommé sûr. ça ces années étoilées, Exactement. puisque bon, il y a eu les étoiles de champion du monde, les étoiles Mercedes, bref, franchement, plein de choses. On parle aussi de son aspect mode, hein, bien sûr, de tout ce qui va aussi au niveau extra-sportif, donc n'hésitez pas à retrouver ça avec quelques grands témoins de qualité également. Et messieurs, je vous propose de terminer avec notre petit quiz. Alors aujourd'hui, ce sera de la question statistique, et puisque nous avons longuement parlé de Franco Colapinto, je me tournais vers toi tout à l'heure, Jérémy, voilà, autant dire que c'est un quiz qui va porter sur l'Argentine en F1, donc Aïe, 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 aïe. bon, il va falloir... Même falloir moi, rester- je ne suis pas calé, donc je peux dire aïe 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 aussi. hein. Aïe, 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 ah, ça commence mal. Peut-être que vous serez meilleur, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Vous envoyez des petits messages sur les réseaux sociaux si vous avez eu plus de... Je vais donc jouer la de carte de la réponses. rapidité en essayant d'avoir un petit peu de chance, quoi. Ouais, voilà, ça va se jouer de toute façon côté rapidité. L'Argentine en Formule 1 qui revient, on vous l'a dit, 23 ans après. Hein, c'était Gaston Mazzacane, le dernier Argentin en Formule 1. C'était la seule réponse que j'aurais éventuellement pu avoir, je pense. Et oui, mais malheureusement, voilà, c'est terrible, ça n'est pas le cas. Mais donc, Gaston Mazzacane et Franco Colapinto sont les deux derniers. Qui, messieurs, était le premier? Fangio. Oui, bah voilà, c'était pas très Voilà, difficile. je vous ai dit que effectivement, c'est la rapidité ou rien, quoi. Hein, donc, Juan Manuel Fangio, Le plus Grande-Bretagne, grand de 50. tous les temps, Le plus, voilà, bah, selon un pays. selon un pays avec un drapeau bleu et blanc avec un petit peu de jaune dessus, hein, c'est ça? Non. Effectivement, Juan Manuel Fangio. D'ailleurs, voilà, l'Argentine, l'un des rares pays à avoir eu un pilote au premier Grand Prix disputé, et techniquement au dernier, pour l'instant, puisque Franco Colapinto était là au Grand Prix de Sao Paulo 2024. Combien de victoires ont remporté les pilotes argentins en Formule 1, messieurs? Là, on peut le faire en mode juste prix, le plus proche gagne, hein, le panier gardé, tout ça, vous en faites pas. Je dirais 23. 23 à ma droite. Qui dit je mieux? dirais plus, moi. Je dirais 42. Oh, c'est pas très loin, c'est 38, Ah. Oh. pour être tout à fait précis. 38 avec... Gonzalo, trois faut pilotes. pas sous-estimer comme ça Mais tes oui. compatriotes, Mais oui. enfin. Tu avais dit 24, c'est ça? Moi, j'avais dit 23. T'avais dit 23. Eh bien, Fangio, on a gagné 24. Voilà. Donc tu Ouais. avais quasiment le nombre de victoires de Fangio. Là-dessus, mais il y avait également eu, en termes de vainqueurs argentins, Carlos Reutemann, évidemment, Carlos Lolé. qui aurait bien mérité aussi un titre d'après une... Techniquement, on n'est nation. que 3 vainqueurs argentins dans l'histoire. Voilà, avec José Froilán González Tu dis aussi. je veux dire. Bah oui, tu connais notre passion, moi, Jérémy, on se met toujours dedans. Le 12e part homme. au quel Grand Prix, cher Gonzalo? Ah, pas de réponse, étonnamment, tiens, je ne comprends pas. Il a pas voulu parler de son essai F4. Non, on passera. Ça aurait peut-être pu être Gonzalo, Il nous le a fait une prochain Colapinto au Argentin. Brésil. Ouais, c'était terrible. hein. Sans la pluie. Sans la pluie, et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau. Aïe, aïe, aïe. Et pour terminer, ben justement, on a parlé des 3 pilotes qui ont gagné des Grands Prix. Combien ont-ils été les pilotes argentins en Formule 1? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup, hein, finalement. On parle notamment de Mazzacane pour... Donc déjà, ça veut dire qu'il y en a plus que ce qu'on imagine. Oui. Merci pour cet indice. Moi, je dirais 25. 25 à ma gauche. 14. Encore une fois, tu sous-estimes beaucoup l'Argentine, Bah hein, oui, mon oui. cher. Eh ben, alors si tu veux, on débattra. Voilà, si tu mets un petit peu d'argent, je peux remonter l'émission parce que c'est 23. Donc Ouais. je peux placer ta réponse précédente, tu vois, on peut s'arranger. Il y a eu 23 pilotes, alors 29 qui ont été engagés, mais 23 qui ont pris le départ d'un Grand Combien Prix. j'ai dit, moi? T'avais dit 27, non? Il me semble.
dans ces eaux-là. T'étais encore pas trop loin. Hein. Ouais. Non, c'est bien. J'ai joué au loto aujourd'hui, moi. Celui qui a pris le plus de départ, c'était Carlos Reutemann avec 146. Ensuite, on a Fangio avec 51, González avec 26 et Mazzacane avec 21 Grands Prix. Oui. Voilà, donc on verra. Après, il y a Roberto Mires, Esteban Tuero, Onofre Marimon. Voilà, des noms qu'on a peut-être un petit peu oubliés, mais qui a quand même fait 2 podiums, hein, Marimon, en Formule 1. Ce n'est pas rien. Colapinto, pour l'instant, il en est à 6 Grands Prix. Pas de podium. Pas de podium non plus, mais 5 points déjà, donc c'est pas mal. Oui. Il est derrière Oscar Larrauri qui a fait 7 Grands Prix et devant Clémar Bucci qui en a fait 5. Là, autant vous dire qu'on vous a dit des noms, j'aurais pu les inventer, je pense que ce serait passé crème aussi. Mais voilà, c'était histoire de finir cette émission sur une note encore un petit peu argentine. Messieurs et mesdames également qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur cet épisode d'aujourd'hui. Merci de suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre Outlap et on espère bien que vous allez continuer à être de plus en plus nombreux. On se retrouvera lundi prochain pour de nouvelles aventures. On ne devrait pas parler de Franco Colapinto, quoique... S'il est officialisé cette semaine, il va peut-être falloir en faire encore un sujet. Vrai. On verra, puisqu'on vous rappelle qu'il reste désormais une place en Formule 1. On ne sait pas qui sera l'équipier du Yuki Tsunoda chez Racing Bulls. Mais enfin, comme tout le monde peut bouger de toute façon dans cette galaxie Red Bull, on ne sait pas trop qui seront les quatre nommés au final. Si ça se trouve, Sergio Pérez sera dans la voiture tranquillement l'année prochaine. Voilà. Je veux dire, ce serait pas la première fois qu'on prend pour acquis le fait que Pérez sera plus là, soit dans les prochains Grands Prix, soit l'année prochaine. Et je rappelle qu'il a signé un contrat de 2 ans quand même, Pérez, pour continuer. Fin 2026. Fin 2026, il est censé être sécurisé. Même si normalement, cette fois, ça doit être compliqué. C'est-à-dire que depuis le moment où le stylo a quitté le papier, on a commencé à dire « Ouh, Sergio Pérez est en danger !» Attention, alors que c'est devenu officiel. C'est quand même assez lunaire. Peut-être que Max Verstappen sera l'équipier du Tsunoda chez Racing Bulls. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra ça pendant cette petite trêve avant les 3 derniers Grands Prix qui s'enchaîneront à partir de Las Vegas. Merci Jérémy, merci Gonzalo. Merci Michael. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.